Bonjour à tous et merci de regarder RTI 1 dans l'actualité de ce dimanche 16 février 2025. Samedi, à Addis Abeba, le vice-président de la République a pris part à l'ouverture des travaux de la 38e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Une cérémonie d'ouverture marquée par plusieurs allocutions ainsi que le lancement officiel du thème de la rencontre au titre de l'année 2025. La première journée a vu surtout l'élection du nouveau président de la commission de l'UA, le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf. La direction générale du Trésor et de la comptabilité publique s'est réunie du 10 au 13 février dernier à San Pedro dans un séminaire dédié à l'évaluation de leurs activités. Les participants ont dressé le bilan des travaux réalisés jusqu'à la fin décembre 2024. Ils ont aussi envisagé des perspectives pour la gestion de l'année 2025 sur la base des priorités du Trésor public. Et puis, au moins 48 personnes sont mortes samedi 15 février dans un effondrement sur le site d'une mine d'or exploitée illégalement au Mali. Le pays, affaibli par une crise militaire, est aussi l'un des premiers producteurs d'or en Afrique. Le drame a eu lieu à Bilali Koto, dans l'ouest du pays. Les victimes sont pour la plupart des femmes. L'une d'entre elles a été retrouvée morte, portant son bébé sur le dos. Et on démarre avec les activités du vice-président de la République qui est à Addis Abeba, en Éthiopie. Il représente le chef de l'État, Alassane Ouattara, à la 38e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Vendredi, en marge de cette réunion, Timoko Méliet Koné a pris part au 34e sommet du mécanisme africain d'évaluation par les pairs et à la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur la situation au Soudan et en République démocratique du Congo. Alexis Ouedraogo. À Addis Abeba, vendredi, le vice-président prend part au 34e sommet du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Une réunion en marge du 38e sommet de l'Union africaine qui permet à Timoko Méliet Koné de présenter les avancées ivoiriennes en matière de réforme pour une meilleure gouvernance. Les défis pendants devraient être pris en compte dans le plan national de développement 2026-2030 en cours d'élaboration, afin de hisser la Côte d'Ivoire au rang des pays à revenus intermédiaires de la classe supérieure à l'horizon 2030. Occasion aussi pour le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, d'inviter les 44 États africains ayant accepté d'être évalués par les pairs de mettre en œuvre leurs recommandations. Il invite les 11 États non membres à adhérer au mécanisme. Des mots soutenus par le président algérien, président en exercice du Forum des chefs d'État et de gouvernement du MAEP, qui annonce une contribution volontaire d'$1 milliard de son pays au mécanisme. Autre temps fort de ce vendredi, la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur le conflit au Soudan et en RDC. Le président de la Guinée équatoriale, président du Conseil, déplore les perturbations des initiatives entreprises par l'Union africaine. Teodoro Obiang Nguema invite à un cessez-le-feu immédiat et sans condition au renforcement de la collaboration avec les Nations Unies et à l'adoption de mesures en faveur de la protection des civils. Notons que le vice-président ivoirien est arrivé depuis mercredi à Addis Abeba, où il représente le chef de l'État Alassane Ouattara à la 38e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, prévue les 15 et 16 février 2025. Je vous le disais il y a quelques instants, le nouveau président de la Commission de l'Union africaine est connu. Il s'agit du candidat djiboutien Mahmoud Ali Youssouf. Il a été élu hier samedi après-midi. Il a emporté au 7e tour avec 33 voix sur 49. L'actuel ministre des Affaires étrangères du président djiboutien va succéder au Tchadien Moussa Faki Mahamat, dont le second mandat à la tête de l'organisation s'achève le 15 mars prochain. Jusqu'au bout, la compétition a été serrée. La sécurisation et la digitalisation des actes de justice en Côte d'Ivoire, on en parlera dans quelques instants au cours de cette édition d'information et ça sera dans le magazine du dimanche. Monsieur Ogé Kadé Seoulou est avec nous. Il est le coordonnateur des projets digitaux au cabinet du garde des Sceaux, ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Merci d'être sur le plateau de RTI 1. C'est nous qui vous remercions de l'invitation.
On abordera le thème que j'ai évoqué tout à l'heure dans quelques instants et ça sera à la fin de ce journal. Avec plaisir. Merci beaucoup. On poursuit un séminaire dédié à l'évaluation des activités réalisées au titre de l'année 2024 par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique s'est tenu à San Pedro, autant pour moi. Et les travaux affichent un bilan largement positif avec un taux de règlement de la dette des fournisseurs à hauteur de 62% et 148% de recettes non fiscales. Sam Kona nous donne plus de détails. 186 milliards de francs CFA de recettes non fiscales mobilisées sur une prévision de 125 milliards de francs CFA, soit un taux de recouvrement de 148,6%. 931,7 milliards de francs CFA au titre des règlements des dettes des fournisseurs et des prestataires de services de l'État, sur des prises en charge de 1508,6 milliards de francs CFA, soit un taux de règlement de 62%. Et 36,7 milliards de francs CFA mobilisés au titre des recettes de services grâce à la plateforme des trésors pays et des trésors monnaie, soit une progression de 10 milliards de francs CFA par rapport à 2023. Tels sont les résultats des activités réalisées en 2024 par le Trésor public. Outre ces résultats, l'élaboration du manuel de contrôle du Trésor public en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, fondé sur les risques. Au regard du bilan, votre administration, qui poursuit inexorablement sa dynamique dans la performance, a su contribuer significativement à l'atteinte des objectifs assignés à notre ministère et je tiens à vous en féliciter. Réunis en séminaire bilan à San Pedro, les agents du Trésor et de la comptabilité publique promettent de maintenir le cap et de poursuivre dans un esprit d'équipe en insistant sur les points suivants. La création des maisons des finances, le début effectif du démarrage des travaux du siège du Trésor public, ces actions initiées dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du GIABA et du GAFI devrait permettre d'améliorer progressivement le score de la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre les délits financiers. La mobilisation optimale des ressources intérieures, un enjeu de performance pour le Trésor public. Tel est le thème de l'année 2025. Avec une enveloppe inédite de 5,45 milliards de francs CFA, la région du Poro affiche ses ambitions pour l'année 2025. Un budget en hausse qui met l'accent sur les infrastructures et le social. Une balance qui témoigne de la volonté des autorités locales d'accélérer le développement et d'améliorer les conditions de vie des populations. Ami Sissoko. Le conseil régional du Poro, présidé par le ministre Fidel Sarasoro, entame l'année 2025 sous le signe d'une forte ambition avec l'adoption d'un budget primitif de 5 458 millions de francs CFA, dont plus d'1 180 millions pour le fonctionnement et 4 270 millions pour l'investissement. Ce montant représente une hausse notable par rapport au budget initial voté lors du 3e conseil en 2024, qui s'élevait à plus de 3 milliards de francs CFA. Cette augmentation s'explique par la prise en compte des mesures sociales et l'intégration des budgets reportés dans le budget triennal 2025-2027. Nous avons pu bénéficier de ressources exceptionnelles pour pouvoir faire ce que nous avons appelé le programme prioritaire dans l'ensemble des 4 départements. Et ce programme est lancé et aujourd'hui nous voyons déjà sur le terrain les effets de ces investissements-là. C'est un bilan positif. Les investissements prévus couvrent plusieurs secteurs clés, notamment l'employabilité locale avec les initiatives pour renforcer les compétences et créer des opportunités. Les infrastructures sociales visant à améliorer les conditions de vie des populations. En janvier 2024, ce sont 78 chantiers qui ont été lancés par le conseil régional du Poro, dont 53 achevés et 25 en cours d'exécution. Je suis extrêmement satisfait de ce que nous avons pu réaliser, aussi bien en ce qui concerne les infrastructures, les réalisations dans les différents départements, mais que de nouvelles initiatives. Nous avons pu établir des partenariats, aussi bien à l'interne, avec des structures nationales, mais également des partenariats avec l'extérieur.
Saluant le soutien des autorités, des acteurs locaux et ses collaborateurs, le ministre Fidel Sarasoro a réaffirmé son engagement à faire du Poro un modèle de développement régional. Dans l'ouest du pays, le Conseil régional du Bafing a organisé sa première session au titre de l'année 2025. Il était question de présenter le budget primitif de l'année qui s'élève à plus de 4 milliards de francs CFA. Le point du procès verbal de l'année écoulée a été également présenté. Christ Diomandé, Jean-Marc Djadji. Le budget primitif de l'exercice 2025 du Conseil régional du Bafing adopté s'élève à 4 793 665 000 francs CFA, soit une légère hausse que celui de l'année dernière. Un peu plus de 19,10% de cette somme pour le fonctionnement des recettes et 80,90% consacrés à l'investissement afin de sortir la région du Bafing de son engourdissement. L'achèvement et les projets en cours de finition sont visités, notamment plusieurs constructions d'écoles, de centres de santé, de collèges, de forages et de routes. Les tournées de visite de chantier nous ont permis de constater que véritablement les travaux avancent. Les localités où il y avait des retards, je crois que notre présence a servi de catalyseur pour accélérer ces chantiers-là. Et dans beaucoup d'endroits, nous avons vu que vraiment les projets étaient totalement réalisés. Et il y a des endroits où nous avons vu qu'il y avait des dysfonctionnements, tous ces points ont été relevés. La session que nous venons de tenir aussi a été l'opportunité pour nous, sous le contrôle et la supervision de tout le corps préfectoral, qui est notre tutelle, d'insister sur les points qui sont les points les plus importants pour accélérer donc le développement dans la région. Le président du Conseil régional du Bafing, Mamadou Sanogo, rassure les acteurs du secteur agricole. Nous avons eu quelques lignes budgétaires qui nous ont permis d'aider le monde agricole qui constitue près de 80% des actifs de notre région. Chaque fois que l'opportunité nous sera donnée, nous profiterons des sessions pour continuer à équiper ces agriculteurs-là. Cette première session a été meublée par la remise des semences et de matériel agricole aux coopératives des départements de Touba, Ouaninou et Koro. La journée internationale de lutte contre les cancers infantiles a été célébrée hier samedi 15 février à l'Institut national de formation des agents de santé. Les étudiants ont été sensibilisés et formés sur le sujet. Les travaux se sont déroulés au CHU de Trècheville. Un reportage de Juliette Ouillard. Ils seront sur le terrain après 3 années d'études, mais déjà, l'Institut national de formation des agents de santé, INFAS, renforce les connaissances de ses étudiants des premières et deuxièmes années, notamment en matière de cancérologie. La population ne maîtrise pas trop, même nous, le corps médical, nous ne maîtrisons pas bien, ça fait que le diagnostic est tardif. Alors que toute pathologie où le diagnostic est tardif représente des complications. Dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les cancers infantiles, environ 100 étudiants participent à une séance de formation. J'ai appris qu'il avait 5 types de cancers qui étaient très réputés en Côte d'Ivoire et pour lesquels il ne fallait pas stresser parce qu'il y a plusieurs traitements. C'est quand même une bonne opportunité pour nous. Identifier les différents cancers de l'enfant, mais de savoir aussi comprendre pourquoi pas la prise en charge de ces différents cancers-là. Les cancers pédiatriques sont bien différents des cancers des adultes. Ainsi, le type de cancer, les symptômes et la façon de les guérir ne sont pas les mêmes. Le cancer le plus prévalent, surtout en Côte d'Ivoire, c'est le lymphome de Burkitt à lui seul. Le lymphome de Burkitt, c'est le cancer qui touche les ganglions et puis la rate. À lui seul, représente autour de 45% de tous les cancers des enfants. Ensuite viennent les autres cancers, la leucémie, le cancer de l'œil, le cancer du rein. Le traitement est spécifique pour chaque cancer. On ne peut pas éviter le cancer de l'enfant. Il faut plutôt parler de diagnostic précoce. But de connaître les signes. La Côte d'Ivoire dénombre environ 800 enfants atteints de cancer, dont 350 sont pris en charge par le centre hospitalier universitaire de Trècheville. Pour une gestion durable des déchets dans la commune d'Atekoubé, le projet économie circulaire vient d'être lancé. C'est une initiative de l'ONU Habitat et ses partenaires. L'objectif à long terme est d'avoir un impact direct sur les jeunes, les femmes et les migrants de communautés locales. Ahmed Traoré. La création d'emplois, la préservation de l'environnement, la promotion de l'économie circulaire
Ce sont entre autres les objectifs que veut atteindre le projet pilote d'économie circulaire à travers l'unité de valorisation des déchets de la municipalité d'Atekoubé. Un projet mené de bout en bout par l'ONU Habitat en collaboration avec l'ONG AVSI et la mairie d'Atekoubé. Nous sommes là aujourd'hui pour lancer un projet majeur pour les jeunes, pour les impliquer dans la transformation et la collecte des déchets plastiques avec le concept d'économie circulaire tel qu'il a été discuté pendant ce lancement, pour donner aussi un engagement partagé, mais aussi une responsabilisation de tous les acteurs dans les phénomènes qui contribuent à mettre plus vulnérables nos villes et nos voisinages. Pour la mairie d'Atekoubé, ce projet marque le début d'un programme ambitieux visant à renforcer les capacités locales en matière de gestion des déchets pour promouvoir l'économie circulaire d'Atekoubé. C'était un projet important pour la commune d'Atekoubé. Depuis notre collaboration avec ONU Habitat, un certain nombre de projets sont prévus pour être déployés dans notre commune. Aujourd'hui, c'est un projet pilote, ça concerne l'économie circulaire. Ce projet est prévu durer 10 mois. Il aura un impact direct sur les jeunes, les femmes et les communautés locales de la commune d'Atekoubé. Les commerçants de l'Indénié Djuablin ont désormais une mutuelle. Elle va contribuer à améliorer leurs conditions de vie et de travail. Le coordonnateur régional de la dite mutuelle a été investi le week-end dernier. La cérémonie a enregistré la présence du corps préfectoral des cadres de la région. Herman Yamia. Lamine Berté est le coordonnateur régional de la mutuelle des commerçants de la région de l'Indénié Djuablin. Investi par le secrétaire général 1 de préfecture d'Abengourou, il a la lourde tâche d'œuvrer pour le bien-être de ses membres. Une investiture qui sonne comme une nouvelle ère de solidarité et d'espoir pour les commerçants de l'Indénié Djuablin. La victoire n'est pas individuelle, c'est une victoire collective. C'est ensemble. Tous les commerçants doivent pouvoir prendre cette nouvelle fonction-là. On va se parler, on va former un bureau et puis on va commencer à travailler pour que le bien-être des commerçants de la zone. Cette mutuelle, au-delà d'être un simple outil d'organisation, représente une réponse concrète aux défis du secteur commercial. Elle se veut un socle de résilience, de prospérité et de dignité pour ses membres. C'est pourquoi les différents intervenants ont salué sa mise en place. C'est une population qui travaille, qui contribue au produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire au plus de 10%. Si cette population a une couverture, a une protection, une sécurité sociale, eh bien, cette population va avoir un mieux-être. Cette population va donc contribuer davantage à la structuration de l'économie nationale. Avec cette nouvelle mutuelle, un avenir prometteur s'ouvre pour les commerçants de l'Indénié Djuablin. Partenaire stratégique pour le rayonnement économique de la commune d'Abengourou en particulier et de la région en général, les commerçants peuvent compter sur le soutien institutionnel, solide et bienveillant de la mairie d'Abengourou, selon Maurice Savadogo, représentant le maire Hervé Adom, parrain de la cérémonie. Petit retour en arrière avec la Saint-Valentin qui a été célébrée avec ferveur dans la commune du Plateau. Un moment féerique auquel prenaient part de nombreux couples. Ils y étaient pour raviver leur flamme à l'occasion d'un dîner de gala dénommé Des étoiles dans les cœurs. Une première édition qui aura tenu toutes ses promesses, nous rapporte Michel Mombo. Une rose, une photo et un câlin pour immortaliser le moment. Quelque part dans la commune du Plateau, instant magique, un gala pour célébrer l'amour. La Saint-Valentin, c'est un jour qui est décrété pour la célébration de l'amour. On est ensemble depuis une quarantaine d'années, mais ça fait 30 ans qu'on est mariés. Ça fait pratiquement 12 ans que nous sommes mariés. Et la Saint-Valentin, pour nous, c'est l'occasion que nous avons pour nous rappeler nos débuts, nos peines, nos joies
Et c'est l'occasion aussi pour nous de faire un petit point, un petit bilan. Resserrer les liens et entretenir la flamme. Objectif visé par le concept des étoiles dans les cœurs. L'événement est à sa première édition. De plus en plus, on rencontre des difficultés dans les foyers. Les foyers sont sujets de discorde, de dissension. Et aujourd'hui, les couples se marient de plus en plus jeunes, mais ils divorcent plus rapidement qu'ils se sont mis ensemble. Et rapidement, on passe de l'euphorie au chaos. Donc à partir de là, on s'est dit, comment inciter les couples à pouvoir raviver les flammes de l'amour dans le foyer. Et pour joindre l'utile à l'agréable, les secrets d'un couple harmonieux sont livrés. Il y a la complicité, il y a la communication, il y a le respect. Parce que Jacques Salomé dit, ce n'est pas seulement l'amour qui fait durer le couple, c'est le respect, il y a la tendresse, il y a la séduction. Donc il faut que chacun comprenne pourquoi on ne se plaigne pas de cette routine-là. Pourquoi on comprend qu'il faut enchanter, il faut épicer les relations sentimentales. Ajoutez à cela un brin de spiritualité et les conseils avisés de l'imam Traoré et du pasteur Yapi Kimou arrivent également à point nommé. Des conseils qui certainement resteront gravés dans ces cœurs enflammés pour une vie de couple en rose. Le campus 2 de l'université Alassane Ouattara de Bouaké a servi de cadre à une cérémonie de dédicace de l'œuvre poétique mystique naturelle. Elle est signée de l'universitaire Tobitier Emmanuel. Dans son livre de 59 pages, l'auteur célèbre la nature dans toute sa complexité et sa beauté. Il la présente comme un espace sacré où se dévoilent les mystères de l'univers. Boubacar Silla, Kader Sogodogo. La salle American Corner de l'université Alassane Ouattara sert de cadre à la dédicace de Mystique naturelle, une œuvre poétique de Tobitier Emmanuel, professeur titulaire de poésie négro-africaine. Ce livre de 59 pages se distingue par sa profondeur philosophique et son engagement à transcender les frontières disciplinaires. L'auteur invite le lecteur à percevoir la nature comme un bien commun et à s'unir dans une démarche respectueuse envers la planète. Dans un style standard et accessible à tous, l'écrivain explore les intersections entre la science, la spiritualité, la société et la littérature. La poésie, en tant que littérature concurrentielle de la contemporanéité, peut être le creuset de l'assemblage entre l'écologie, la société et le monde surnaturel, d'où mystique naturel. Mystique naturel parce que la poésie transcende les apparences premières. Pour les participants, l'œuvre se veut une récompense aux efforts de la poésie pour élever la nature au rang d'une entité divine. Dans cette œuvre, il nous invite à interroger le sens et l'essence de l'évidence à travers, les lignes. Et cette œuvre est pour nous un décryptage afin de mieux comprendre ce que le reggaeman Nesta Bob Marley voulait véhiculer. Auteur de plusieurs concepts littéraires, dont l'Ivoironie, l'écrivain Tobitier Emmanuel a à son actif plusieurs œuvres littéraires, au nombre desquelles on peut citer Sueur de lune, Page en feu, Parulie rebelle et Aurore d'Afrique à Sanoudja. Une année électorale apaisée. Les musulmans de la sous-préfecture d'Étioboué dans le département d'Adiaké ont confié leurs préoccupations à Allah. C'était au cours d'une grande cérémonie de prière dédiée au chef de l'État, la lecture intégrale du Saint-Coran et une conférence sur la nécessité de maintenir le vivre ensemble en Côte d'Ivoire ont rythmé la rencontre. Mahama Traoré. Au stade du village de Zoumanadougou, les populations et les imams de la sous-préfecture d'Étioboué sont en pleine intercession. À travers 5 lectures intégrales du Saint-Coran, ils implorent la clémence divine en faveur du président de la République et pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Initiée par la section du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires religieuses de la sous-préfecture d'Étioboué, département d'Adiaké, cette cérémonie annuelle de prière dédiée au chef de l'État et à la paix en Côte d'Ivoire en est à sa 8e édition. Et comme à chaque fois, elle bénéficie du soutien des élus et des autorités administratives de la localité. La paix en Côte d'Ivoire commence par la paix entre nous ici. Tout le monde dans son coin doit faire sa part, doit poser les actes nécessaires pour consolider la paix dans sa zone. Et si partout, tout le monde travaille à consolider la paix,
la paix ira en Côte d'Ivoire pour le bonheur de tous. L'année 2025 étant une année électorale pour notre pays, il est crucial que chacun joue un rôle actif pour garantir des élections paisibles et sans violence. J'en appelle aux guides religieux présents ici aujourd'hui pour qu'ils soient des messagers de paix, de tolérance et de réconciliation. Ces moments d'invocation visent également à renforcer la cohésion sociale. Pour preuve, ces dons en vivres offerts non seulement à la communauté musulmane d'Éthiopie, mais aussi à la communauté catholique et à la chefferie par le député-maire Ian Yakoubassié. Après une période de dissension, les cadres de demain du canton Glo, réunis au sein de l'Union des élèves et étudiants du même nom, parlent désormais le même langage. Il s'agit de la cohésion et de l'excellence. Leur parrain, le ministre Jacques Assaoré-Conan, était à leur côté. Il les a encouragés, sinon il a encouragé leur initiative, gage le développement de leur région. On en parle avec Franck Quadio. L'Union des élèves et étudiants Glo de Côte d'Ivoire renouvelle ses instances, mais surtout s'inscrit dans la promotion de l'excellence. Les enfants du canton Glo dans la localité de Diabo et Languibonou, centre du pays, autour de leur nouvelle présidente, sont déterminés à jouer leur rôle. Soutenir ceux qui entreprennent et ceux qui ont des diplômes aussi, les accompagner comme on peut. Créer aussi des petites activités pour ceux qui ont arrêté les études et puis renforcer encore les compétences en organisant les cours de renforcement, les cours d'excellence pour faire la promotion de l'excellence dans notre canton. C'est aussi l'appel à eux adressé par les forces vives dont le ministre Jacques Assaoré-Conan, cadre de la région. J'ai demandé aux jeunes d'être responsables. Être responsable d'abord, c'est commencer par prendre au sérieux ses études. Ils sont des étudiants. L'objectif premier des études, c'est d'avoir son diplôme et affronter le marché de l'emploi. Le marché de l'emploi, il est rude. Si vous n'avez pas les qualifications requises, vous allez être confronté à des difficultés. Donc d'abord, de se former. Notons que l'Union des élèves et étudiants Glo a fêté récemment ses 30 années d'existence. Dans le reste de l'actualité, au Mali, au moins 48 personnes sont mortes samedi dans un effondrement sur le site d'une mine d'or illégalement exploitée dans l'ouest du pays. Il s'agit d'un bilan particulièrement lourd dans une région coutumière des accidents dans le secteur minier. Les victimes sont essentiellement des jeunes femmes, dont une qui portait son enfant dans le dos. Il y a un peu plus d'un an, un éboulement particulièrement meurtrier avait fait plus de 70 morts dans une mine d'or du sud du pays. La sécurisation et la digitalisation des actes de justice en Côte d'Ivoire, on en parle maintenant et c'est avec M. Ogé Kadé Seoulou. Bonjour et merci encore une fois de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour. Vous êtes le coordonnateur des projets digitaux au cabinet du garde des Sceaux, ministère de la Justice et des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire. Alors, la première question pour démarrer, quels sont les principaux défis rencontrés par la Côte d'Ivoire, justement notre pays, dans la sécurisation et la digitalisation des actes de justice? D'accord, merci pour votre question, excellente. Ce que je peux dire, c'est qu'en Côte d'Ivoire, on a une inégale répartition des infrastructures technologiques sur toute l'étendue du territoire national. D'accord. Et le ministère de la Justice a ses juridictions sur toute l'étendue du territoire national. Donc, le principal défi, c'est de réussir à connecter les juridictions qui se retrouvent dans les endroits les plus reculés, les plus loin d'Abidjan. Et donc, on travaille à le faire rapidement et à donner à la population ivoirienne la possibilité de profiter de tout ce que le digital a de merveilleux. Alors, voilà. Cette interconnexion, comment vous la faites exactement? Cette interconnexion, elle se fait par tout ce qu'il y a comme canal d'interconnexion, fibre optique, faisceau hertzien, satellitaire. Et donc, le ministère de la Justice est en train de bâtir une architecture d'interconnexion avec les opérateurs locaux également. L'administration nationale à l'ANSUT, qui est une agence nationale qui assure en fait le service universel de tout ce qui est télécom et TIC. Et donc, grâce à tous ces dispositifs en notre possession, nous arrivons à créer un lien d'interconnexion entre nos différentes juridictions partout en Côte d'Ivoire. Alors, quelles sont les technologies qui sont utilisées actuellement pour sécuriser les actes judiciaires en Côte d'Ivoire?
le choix que la Côte d'Ivoire a fait pour sécuriser le certificat de nationalité, qui est celui qui est disponible en ce moment, c'est le cachet électronique visible. Le cachet électronique visible, c'est une norme de sécurité qui est aujourd'hui portée par l'Office de l'État civil et de l'identification, ONESI, qui a l'agrément en fait de cette sécurité-là, et que nous, on a décidé d'apposer sur tous nos documents électroniques et même physiques. Donc, c'est une norme internationale qui est utilisée pour sécuriser des passeports, pour sécuriser également des registres d'impôts, pour sécuriser également des registres électroniques un peu partout dans le monde, et qui donne la faculté en fait aux administrations et aux usagers de pouvoir eux-mêmes authentifier un acte qui provient d'un système qui possède le CEV. Donc c'est très simple. Il y a une application disponible sur les stores qui s'appelle Verif by ONESI, que n'importe quel usager pourra télécharger sur Apple Store comme sur Google Store. Et grâce à cette application, un simple scan nous permet de donner des informations d'authentification du document qui est présent face à l'usager. Alors, face à tout ce que vous venez de dire, dites-nous comment la digitalisation des actes de justice, justement, peut-elle améliorer l'accès des citoyens à une justice équitable en Côte d'Ivoire? Déjà, il faut dire que les actes de justice font partie des éléments qui conduisent la plupart du temps les usagers dans nos juridictions. Donc, en leur permettant d'accéder facilement, de manière rapide, sécurisée et sans avoir forcément à interagir avec des intermédiaires, oui. Cela leur permet d'avoir des documents qui sont fiables. Déjà, ça c'est d'un coup, qui sont sûrs. Parce que le magistrat, par exemple, qui traite le certificat de nationalité, n'a aucune interaction physique avec le demandeur. Donc, il n'y a pas, j'envoie mon cas, faut traiter plus vite que celui-là. Donc, il y a une équité dans le traitement des requêtes qui viennent des plateformes numériques. Ça, c'est d'un. De deux, la plateforme a été conçue pour mettre des alertes. Il y a un timing sur le moment où la requête est lancée et le moment où la requête est traitée. Donc, les magistrats ont assez d'éléments en leur possession pour pouvoir tenir dans les délais. Donc, ils font de leur mieux. Après, ils sont submergés parce qu'il y a un réel engouement, mais ils font de leur mieux pour tenir dans les délais. Et on a célérité, on a sécurité, on a facilité d'accès au service de justice. Et le service est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et les magistrats ont des outils de mobilité qui leur permettent de traiter même en mobilité les requêtes qui leur sont envoyées. Donc je pense que c'est un outil formidable et c'est l'occasion pour moi de remercier le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est à l'origine en fait de cette innovation qui est portée aujourd'hui par le ministère de la Justice, mais qui sert aujourd'hui à toute la population ivoirienne. D'accord, on va regarder un reportage justement qui parle de la digitalisation des actes de justice. On regarde. La sécurisation et la digitalisation des actes de justice en Côte d'Ivoire sont une réalité depuis janvier 2025. Ogé Kadé Seoulou, conférencier à la tribune Tout savoir sûr du CICG, souligne l'importance cruciale de cette réforme. Il met en avant des innovations clés, notamment le cachet électronique visible, CEV, qui permet d'apporter une signature sécurisée sur les documents judiciaires pour garantir leur authenticité. L'application mobile Verif by ONESI favorise la vérification instantanée et hors ligne de l'authenticité des documents numérisés. Cette solution, développée par l'Office national de l'État civil et de l'identification de la Côte d'Ivoire, ONESI, permettra de générer des documents physiques et numériques sécurisés. La digitalisation des actes de justice en Côte d'Ivoire s'annonce comme un pas décisif vers une justice plus efficace et accessible pour tous. Les demandes et les délivrances de ces documents judiciaires se feront désormais rapidement via le site www.e-justice.ci, réduisant considérablement les délais d'attente. Alors, en évoquant le procédé, est-ce qu'on est sûr qu'à partir de demain lundi, par exemple, on ne trouvera plus des intermédiaires aux abords des différents palais de justice, comme par exemple au Plateau? En fait, on a 2 juridictions qui sont déjà connectées opérationnelles. On a plus de 2000 certificats qui ont été déjà délivrés aux populations via ce système. Et c'est aussi l'occasion d'inviter les populations à ne vraiment pas avoir de crainte à procéder à leurs demandes en ligne et ne pas forcément se fier aux personnes qui sont aux alentours des juridictions qui leur promettent
vents et merveilles, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas forcément besoin d'intermédiaires pour bénéficier de leur acte. En se connectant à la plateforme ijustice.ci, ils peuvent initier une demande et on s'est donné le délai de 72 heures pour répondre à leur requête. Comme je le dis, on a vraiment une grosse affluence sur la plateforme, donc forcément, on fait de notre mieux pour tenir dans les délais, mais dans tous les cas de figure, c'est plus avantageux pour un usager de passer en ligne pour faire sa demande que de se confronter à des intermédiaires. En plus, le prix, il est fixé sur la plateforme et il est inchangeable. Lorsque vous allez, le tarif il est de 2500, plus les frais de service 500, vous payez 3000 francs et c'est tout. Très bien. Voilà. Alors, le sujet, il est assez transversal. Dites-nous quelles sont les mesures qui sont prises justement pour assurer la protection des données personnelles des citoyens dans le cadre de cette digitalisation des actes judiciaires. D'accord. Dans l'élément qui est passé tout à l'heure, vous avez dit que la plateforme a été développée par l'ONESI. En fait, je dirais que la plateforme a été développée en partenariat avec l'ONESI parce que faut préciser que le certificat de nationalité, c'est un certificat qui est géré entièrement par le ministère de la Justice. L'ONESI nous accompagne sur les aspects sécurité grâce à leur présence à l'AIG-CEV, qui est une association internationale qui leur donne l'agrément et la possibilité de délivrer des CEV sur des actes administratifs. Et donc, maintenant que cette précision est faite, il faut dire que le ministère de la Justice s'est inscrit dans le respect de tout ce qui est législation en matière de protection des données à caractère personnel, en matière de loi de gestion sur les transactions électroniques. Donc la Côte d'Ivoire a un ensemble de dispositifs internes qui leur permettent d'assurer la protection des données à caractère personnel des usagers. Et en intégrant l'ONESI justement dans le processus, l'ONESI joue le rôle de tiers de confiance et nous permet de délivrer des documents qui sont plus ou moins conformes aux normes en vigueur. Il n'y a pas donc de chevauchement avec l'ONESI. Non, l'ONESI est un partenaire du ministère de la Justice. Lorsque l'usager, par exemple, renseigne ses informations, arrivé à un certain moment, on lui demande la carte nationale d'identité. Il saisit les informations de sa carte nationale d'identité. On puise la vérification dans la base de données des cartes nationales d'identité depuis l'indépendance à aujourd'hui. Donc on sait si l'information fournie par le justiciable est la bonne ou pas. Parce que le magistrat qui traite dans son dashboard, il a les informations du registre du RNPP. Donc il sait si vous êtes en train de faire du faux ou si vous êtes en train de faire du vrai. Il a la vraie information. Et ce qui est encore plus magique dans la solution qu'on a conçue, c'est qu'on a mis une sorte de modèle d'intelligence artificielle qui fait des recoupements d'informations et qui fait ressortir les anomalies dans la requête qui a été posée. Donc même le fichier que vous envoyez de manière électronique est analysé. Et l'information qui est dans le fichier est recoupée en observation au magistrat qui doit traiter. Donc si entre la date de naissance de votre mère et vous-même votre date de naissance, on sent une incohérence sur la base, bien sûr, des modèles qui ont été entraînés dans notre système, le magistrat sait. Là, son attention a tiré sur la question. Et il est souverain. Il a le pouvoir de décision. Si, à la vue de tout ce qu'il a comme information, il estime qu'on doit vous attribuer ou pas le document, il vous l'attribue. Mais je veux dire qu'on a mis un ensemble d'outils d'aide à la décision qui leur permettent non seulement d'être efficaces, ils ne font plus de saisie, tout est automatisé et ils ont la possibilité de signer plusieurs documents à la fois. Ils peuvent signer 1000 documents en une seconde et c'est vraiment un gain de temps formidable. Ce gain de temps leur permet justement aujourd'hui de pouvoir se concentrer sur ce qu'est leur métier, c'est faire le droit, dire le bon droit. Voilà. D'accord. Alors, un gain de temps formidable, certes. Quels sont, je veux dire, le soumissionnaire qui s'expose à un cas de fraude, quelles sont les peines encourues par ce dernier? D'accord. Je souhaiterais préciser que le digital, en fait, ne fait que transposer ce qui se fait de manière traditionnelle en ligne. Donc, c'est le même système, c'est la même loi qui est appliquée lorsqu'il y a une fraude. Tous les dispositifs de répression dont dispose le ministère de la Justice sont appliqués. Aujourd'hui, je ne voudrais pas faire un focus dessus parce que je souhaitais me limiter sur les aspects techniques de la plateforme, mais il faut être sûr que le ministère de la Justice a un ensemble de dispositifs et travaille avec toute l'administration, le ministère de l'Intérieur, tout ça. Et donc, les cas de fraude sont signalés et toute la procédure qui s'ensuit derrière s'applique. Quel sera donc l'impact de cette digitalisation sur les traitements, sinon les délais de traitement des dossiers judiciaires en Côte d'Ivoire de façon générale? Déjà, il faut dire qu'au niveau des inspections,
au sein du ministère de la Justice, c'est au-delà de 7 jours. Si vous avez fait une requête et que la requête a excédé 7 jours, que nous, on considère que vous êtes hors délai pour le traitement de votre certificat. Tant qu'on n'est pas au-delà de 7 jours, on estime que le traitement est dans son temps. Mais lorsqu'on a lancé la plateforme en ligne, on a fixé le délai à 3 jours. Et je vous assure qu'on a beaucoup de demandes. Lorsqu'il n'y a pas d'erreur, d'anomalie, les demandes se traitent en moins de 72 heures. Et on a certains même qui ont initié, qui ont eu des retours en 24 heures. Ce qui n'était pas forcément le cas aujourd'hui. Donc on travaille à réduire considérablement ce délai-là et à faire en sorte que les délais de délivrance des actes administratifs au niveau du ministère de la Justice soient les plus courts possibles. Et c'est pour ça que justement on a entrepris ce vaste chantier de transformation numérique qui commence avec le certificat. Dans les 3 mois à venir, on aura le casier judiciaire et si les choses se déroulent selon notre stratégie, l'ensemble des actes de justice, les décisions de justice et tout ce qui se fait aujourd'hui dans les juridictions pourront se faire en ligne. Alors, le citoyen qui lance sa requête aujourd'hui, il obtient le document de quelle façon? De façon physique ou il l'imprime selon lui-même, quelque part dans un cybercafé? OK. Le justiciable, lorsqu'il renseigne le formulaire, il a 2 éléments de retour d'information qu'il saisit dans le formulaire. Son numéro de téléphone et une adresse email. Il reçoit un lien sur les 2 canaux. Il reçoit un SMS avec un lien, il reçoit un email avec un lien. Ce lien-là, lorsqu'il l'ouvre, il a la version électronique de son certificat de nationalité, une version qui produit les mêmes effets que la version papier. D'accord? Mais comme tout changement doit s'initier avec beaucoup de lenteur, de parcimonie pour que ce soit compris et entre dans nos habitudes, il a la possibilité à ce stade d'aller dans les juridictions pour saisir son document physique si ici il en a besoin. Mais il faut dire que la version qu'il reçoit électroniquement fait déjà foi. D'accord. Alors, on en parlait il y a quelques instants. Les avocats et les juges de Côte d'Ivoire sont-ils suffisamment outillés, sinon aux outils numériques, pour gérer justement ces procédures judiciaires en ligne? Moi, j'aime dire qu'il y a une grosse différence entre une invention et une innovation. D'accord. Et à quel niveau la différence? Une innovation, c'est une invention qui a rencontré son public, qui a rencontré son marché, qui a rencontré sa cible. Donc, le ministère de la Justice ne va pas venir lancer une simple invention qui ne touche pas en fait les métiers qui sont ceux qui sont censés traiter le système. On a formé au niveau des juridictions pilotes, Yopougon et Dabou, l'ensemble des acteurs métiers et qui sont très contents à utiliser ce système-là. Cette formation va se vulgariser. Donc, il y a un besoin en ressources financières, un besoin en temps, un besoin en politique de conduite de changement qui est en cours et qui est impulsé par le garde des Sceaux lui-même. Donc, rassurez-vous, les magistrats sont demandeurs. Aujourd'hui, on a l'Institut national de formation judiciaire qui a intégré le digital au niveau de la formation des magistrats. Et donc, je pense que c'est un nouveau mindset qui est en cours. La transformation digitale, ce n'est pas une question de technologie, c'est plus une question de changement de paradigme. Et c'est l'humain qui impulse ce changement. On voit très souvent la partie technologique des solutions qui sont proposées, mais c'est un changement des mentalités, des modes de travail. Et c'est ce que le ministère de la Justice est en train de faire. Justement, en parlant de changement de paradigme, est-ce qu'on a la chance, sinon on a l'espoir d'intégrer la technologie blockchain à tout ce que vous venez de dire? La technologie blockchain existe déjà au niveau de certaines administrations. D'accord. Par exemple, je sais, sans me tromper, qu'au niveau de la gestion du ministère de la Construction, avec son système qui leur permet justement de délivrer les documents de terrain et tout ça, ils ont intégré à certains niveaux la blockchain. Donc je veux dire qu'ils ont opéré ce choix parce que c'était judicieux pour eux à un moment. Le ministère de la Justice a opéré un choix qui est différent. D'accord, je vous ai parlé d'un modèle IA que nous on a dans notre système. C'est parce qu'à un moment, par rapport à nos besoins, c'est cette techno-là qui était la plus adaptée. Je veux dire que quand on va arriver à un stade où on aura besoin d'utiliser la blockchain, on va le faire sans se gêner. Maintenant, il faut dire que le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation conduit la politique nationale de transformation digitale. Okay. Et donc, c'est eux qui vont nous dire quelles sont les technologies usuelles qu'on peut appliquer au niveau de l'administration nationale. Donc, on travaille main dans la main
a fait en sorte que, de manière simple, toute l'administration ivoirienne puisse délivrer des services à valeur ajoutée en s'appuyant sur les avantages du numérique. Oje Kade Seoulou, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur des projets digitaux au cabinet du garde des Sceaux, au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup et à très vite. Voilà, c'est tout pour cette édition de RTI 1. Le journal de 13h se referme ici. Je vous dis à bientôt sur RTI 1.